En peignoir avec Auvergne Thermale. Chaque semaine, en compagnie de son invité, Stéphane s'intéresse à l'actualité d'une station thermale. En peignoir et sur Logos FM. Bonjour, ravi de vous proposer un nouveau numéro de En peignoir avec aujourd'hui un invité de marque. Il est une référence dans le domaine de la santé et du bien-être. Bonjour Erwan Mantéour. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc vous êtes présent pour le 2e salon Pleine Santé et Médecine Alternative Complémentaire. Vous avez tout de suite accepté d'y participer ? Oui, je crois que c'est important dans le contexte actuel de s'engager, de propager des idées qui sont très importantes parce qu'on est à un carrefour civilisationnel. La place de l'homme dans la société est en train de disparaître. L'homo sapiens disparaît, c'est l'homo economicus qui est apparu depuis quelques années. Et on s'éloigne de l'essence de notre nature. Notre environnement est en train de se dégrader et la santé des gens se dégrade. Donc il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour dénoncer le poids des lobbies, le poids de l'industrie. Et il y a une asymétrie du pouvoir entre les forces de l'argent, de l'industrie et les petites voix qui s'élèvent pour le dénoncer. Donc c'est nécessaire qu'on se batte pour faire entendre notre parole. Vous connaissiez la bourboule ou c'est une première ? Non, je ne connaissais pas la bourboule. Je suis venu à Clermont-Ferrand il y a quelques années. J'y ai chanté d'ailleurs en première partie de Calogero. Mais je ne connais pas bien la région, non. Cette émission est consacrée aux stations thermales. Est-ce que le thermalisme, c'est un univers qui vous parle ? Ah oui, c'est un univers qui me parle, d'autant que j'ai des cures FitNext, parce que j'ai une société qui s'appelle FitNext, qui est un site de coaching alimentaire et sportif. Et on a fait des programmes, des cures dans plusieurs thalassos en Bretagne, entre Roscoff, Douarnenez, La Baule et Saint-Jean-de-Mont. Alors quel est l'objet de votre conférence ici à la Bourboule ? Je pense que je vais survoler un spectre assez large. Je vais parler d'une manière générale de l'influence de l'alimentation et de l'environnement dans lequel on vit sur la santé. Je vais aussi aborder le thème de cette conception qu'on doit avoir aujourd'hui. On doit comprendre qu'on ne peut pas consommer de manière infinie dans un monde fini et qu'on va être obligé de faire un retour au bon sens qu'on a complètement perdu de vue. C'est vrai qu'on l'a délaissé. Et dans votre dernier livre, donc si on arrêtait d'empoisonner nos enfants, vous nous alertez avec un titre assez fort et des prévisions un peu dramatiques. Oui, en fait, mais il y a des constats qui sont faciles à faire sans vouloir tomber, sans vouloir être anxiogène. À un moment donné, il faut faire face à la réalité. En 2030, un homme sur 2 en Europe sera stérile à cause des perturbateurs endocriniens. En 2030, 35% de la population française sera obèse et un peu plus de 42% des enfants. Ça veut dire plus de 70% de la population en surpoids, avec toutes les conséquences sur la santé de ces gens, toutes les maladies inflammatoires qui en découlent, le diabète, cancer, plein de maladies auto-immunes. Donc il y a un vrai sujet. Il y a aussi un autre sujet qui est quand même extrêmement alarmant. Sur les 5 dernières années, on est passé de 1 enfant autiste pour 100 000 à 1 pour 68. Donc il y a une accélération vertigineuse, l'explosion des maladies, l'explosion des maladies infantiles, du gliome, de la leucémie, le cancer du cerveau, le cancer du sang, chez les nourrissons. Donc il faut quand même se dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et il faut l'affronter. Et malheureusement, ce ne sont pas les pouvoirs publics qui réagissent, puisqu'aujourd'hui le poids des lobbies est considérable. C'est assez effrayant ce qui se passe. Donc la révolution, elle ne peut plus être verticale, elle ne peut être que horizontale. Et pour que l'on change, il faut qu'on décide de changer nous-mêmes, dans notre façon de consommer, dans notre façon de nous comporter. Et pour pouvoir changer ces comportements, il faut accéder à l'information. Et l'information, aujourd'hui, elle est compliquée c'est compliqué d'y accéder. Et dans cet ouvrage, vous donnez aussi des clés aux parents pour préserver le capital santé de leurs enfants ? Oui, alors d'abord, j'ai voulu faire un livre au sujet des enfants, mais à destination des parents. Parce que depuis des années, je menais mon combat pour informer, donner la véritable information, qu'on soit obligé de faire face à la réalité. Et je m'étais aperçu que les gens avaient beaucoup de mal à changer leur mode de vie, à changer leur façon de vivre, de consommer. Et ce qu'on n'est pas capable de faire pour soi, ce pouvoir de l'ignorance volontaire qui est démesuré, on ne l'a pas avec nos enfants. On a envie pour nos enfants de donner le meilleur, de faire le maximum. Donc je me suis dit qu'on allait expliquer aux parents à quel point les 8-10 premières années de l'existence d'un enfant
a une importance considérable. Pour vous donner deux chiffres qui sont intéressants, le microbiote, l'écosystème intestinal qui conditionne 70% de notre immunité, mais qui aussi conditionne la prévalence de toutes les maladies inflammatoires, cancer, obésité, diabète, maladies auto-immunes, Parkinson, Alzheimer, maladies mentales. Ce microbiote se constitue entre le 3e mois de grossesse et la 4e année d'existence. Et qu'est-ce qui peut dégrader ce microbiote? Ce sont les antibiotiques, les pesticides et les OGM. Quand on sait qu'aujourd'hui 45% du bétail français est nourri avec des céréales qui viennent d'Amérique du Sud et qui sont OGM, et que lorsque vous mangez ces céréales qui sont pleines de pesticides, et que ce bétail, on leur donne 80% de la production mondiale d'antibiotiques est destinée à l'élevage industriel. Donc plus de 85% de la viande en France est d'origine industrielle. Donc quand on donne par exemple entre 2 ans et 4 ans de la viande à un enfant, on détruit son microbiote. Quand on donne du lait à un enfant, on lui donne des antibiotiques, on lui donne des pesticides. On détruit son microbiote. Donc on est obligé aujourd'hui de se dire qu'il y a un problème. On a une explosion des maladies auto-immunes, mais c'est directement lié à ça. Voilà, donc il y a des choix à faire. Et c'est des choix qui sont assez radicaux. Alors il faut penser à Gandhi qui disait si vous voulez changer le monde, commencez par changer en vous ce que vous voulez voir changer autour de vous. Et moi, il y a un autre mec que j'aimais beaucoup qui s'appelait Coluche et qui disait cette phrase en 82, quand on pense qu'il suffirait qu'on arrête de l'acheter pour plus que ça se vende. Ben oui, arrêtons d'acheter de la merde, devenons des consommateurs, on a une arme de construction massive dans la poche, on a une carte de crédit. Et ça vaut beaucoup plus qu'un vote. La carte de crédit, c'est on sanctionne les industriels. Et si on les sanctionne, ils vont déplacer leur business model et ils vont revenir à plus de bon sens et d'éthique. Mais c'est si on ne touche pas à leur portefeuille, ils ne réagiront pas. Vous êtes l'auteur de nombreux best-sellers sur le bien-être et la santé. Ça a trouvé un véritable écho auprès des Français. Je crois qu'il y a une telle défiance à l'égard des autorités morales, sanitaires, religieuses, politiques, qu'aujourd'hui les gens ont envie qu'on leur dise la vérité dans un langage clair. Moi, je pense que ma plus grande qualité, c'est de vulgariser. Je ne suis pas un intellectuel, par contre j'enquête, je vais directement à la source, je vais rencontrer les gens et je tiens un discours de vérité, un discours un peu choc. Et les gens ont noué un rapport de confiance avec moi. Et ils savent que je vais me battre pour leur dire la vérité, que je m'expose, que je prends des coups, parce que j'ai eu beaucoup de procès, que j'ai tous gagné. Quand j'étais pendant 2 ans chez Stéphane Bern, j'ai été attaqué à plusieurs reprises par plusieurs lobbies, que le CEDUS, le lobby du sucre, le Sérin, le CIDIL, le lobby du lait, par Coca, par Pepsi. Et j'ai toujours gagné. Mais ils sont assez forts pour attaquer et il faut avoir les reins solides. Donc voilà, les gens savent que je leur dis la vérité. C'est pour ça que ces livres marchent. Vous parliez de Stéphane Bern, vous avez une vraie proximité avec le public qui est facilitée justement par la télévision, la presse. Oui, alors moi j'ai eu une chance assez extraordinaire parce que ce qu'on ne peut pas faire sur TF1, ce qu'on ne peut pas faire sur les chaînes privées, on peut encore parfois le faire sur les services publics. Et j'ai eu une productrice formidable qui s'appelle Nathalie Côté, qui m'a protégé, qui m'a donné carte blanche à la fois pour faire des enquêtes, des vraies enquêtes dans une émission, dans une quotidienne de l'après-midi. C'est-à-dire, on a toujours peur de perdre du téléspectateur parce que le but de la télévision, c'est de faire de l'audience. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, les gens étaient friands de ce genre d'enquête, de ce genre de propos, où justement j'allais au cœur des problèmes, chercher la vérité, et ça a marché, ça fait une énorme caisse de résonance. Et comme en plus, moi je me balade tout le temps en France pendant la promotion de mes livres, j'aime rencontrer les gens, j'aime aller comprendre la réalité des gens, parce que nous, à l'intérieur du périphérique, on est dans une autre réalité que celle des Français. Et quand on voit la réalité des Français, ils nous répondent des problématiques qu'ils ont, qui ne sont pas les nôtres. Et il nous faut comprendre à quel point c'est difficile d'appliquer des fois ce qu'on recommande, mais qu'ils essayent. Et on découvre aussi en province quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est le pouvoir de la société civile, le tissu associatif, qui se mobilise de plus en plus. Et l'émergence d'une génération responsable qui est extraordinaire, et notamment chez les jeunes, et qui est source de beaucoup d'espoir à mon sens. Oui, c'est encourageant. Alors parlez-nous de votre méthode Fitnex, donc qui propose un véritable coaching interactif. Oui, alors moi en fait, je coachais depuis des années, il y a quelques années maintenant, des personnalités qui payaient très cher pour passer 1 heure avec moi, plusieurs fois par semaine. Et j'étais un petit peu frustré de ça parce que je me disais c'est des gens qui ont plein d'argent, qui sont toujours en bonne santé finalement, qui ont accès aux meilleures choses. Et je me disais qu'il fallait démocratiser l'accès au coaching.
Parce que les gens qui sont le plus massivement touchés par les maladies inflammatoires, c'est les gens qui n'ont pas d'argent. Donc le point de départ de mon propos, c'est qu'il fallait que je démocratise l'accès au coaching. Le second point de départ de l'histoire de FitNext, c'était que j'étais fasciné par l'intelligence qui était déployée autour de l'athlète dans un souci de performance. Et très tôt, je me suis dit qu'il fallait en faire un outil de santé durable. Donc j'ai levé de l'argent auprès d'abord Friends and Family pour créer cette intelligence artificielle avec des développeurs. Et ensuite, on a fait un bilan psychocorporel qui nous permet de connaître la personne et ensuite de lui générer des protocoles alimentaires et sportifs qui vont corriger les déséquilibres qu'on a diagnostiqués. FitNext aujourd'hui s'exporte dans d'autres pays et la méthode, c'est surtout d'apprendre aux gens à donner à leur corps ce dont il a besoin, parce que les gens ils se rendent pas compte d'un truc, c'est qu'aujourd'hui 80% des gens mangent industriel, 80% de notre alimentation est d'origine industrielle. On ne se concentre plus sur la qualité nutritionnelle des apports. En fait, pour donner une image, une métaphore qui est assez parlante, quand on a une voiture essence, on ne va pas mettre du gasoil dedans. Pire, on ne va pas pisser dans le réservoir. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec notre corps. On ne donne pas à notre corps le matériel dont il a besoin pour assurer ses fonctions vitales et cognitives, pour assurer son système immunitaire. Et puis, il y a une autre problématique aujourd'hui, c'est que pour avoir, si on n'est pas dans le bio, pour avoir l'équivalent nutritionnel d'une pomme de 1950 en vitamine A et en vitamine C, il en faut 100 aujourd'hui. Donc même si on essaye de bien manger, on n'a pas suffisamment de nutriments. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place. Et la méthode FitNext, il participe, il contribue, mais il y a aussi plein d'autres usages, des best practices qu'il faut mettre en place, à savoir consommer bio. Ceux qui ne veulent pas arrêter la viande, comme moi je l'ai fait il y a 3 ans, et ben en tout cas il faut qu'ils deviennent flexitariens, puisque la moitié des gaz à effet de serre qu'on a aujourd'hui qui viennent directement de l'élevage industriel. L'élevage industriel produit plus de gaz à effet de serre que toutes les usines, les voitures, partout dans le monde. Donc les gens me disent, moi je suis impuissant, je ne peux rien faire pour le réchauffement climatique. Ben si, tu peux faire quelque chose directement. Si tu arrêtes de manger de la viande ou que tu consommes un tiers de la viande que tu consommes aujourd'hui, ben de fait tu vas réduire les gaz à effet de serre. On n'est pas du tout impuissant. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. On a un pouvoir énorme si on devient des consommateurs. Je pense que nos auditeurs s'en souviennent. Vous avez donc débuté votre carrière en tant que cycliste professionnel. Est-ce que c'est là que vous avez vraiment vu les vertus de l'alimentation sur la santé ? Ben bien sûr, parce que quand on est coureur cycliste professionnel, on est une Formule 1, notre corps c'est notre outil de travail. C'est excessivement subtil, la préparation d'un cycliste. Si on a 500 grammes de trop dans une course par étape, c'est ce qui fait la différence entre le 10e et le premier, c'est 500 grammes. Donc on est toujours à se concentrer sur la qualité de nos apports. Évidemment, à mon époque, en plus, il y avait le dopage. Mais pour potentialiser les effets du dopage et de l'entraînement, c'était la nutrition qui faisait la différence. Donc, évidemment, on a une conscience accrue de ce qui est bon. L'autre point intéressant du sportif professionnel, c'est qu'il dépasse les limites. Pour connaître ses limites, il faut les dépasser. À partir de là, on a une compréhension de notre corps et on sait ce qui est bon pour lui, surtout quand on l'a souillé. Donc, on fait la différence. Donc, on apprend énormément. Puis moi, par la suite, je me suis intéressé à la naturopathie. J'ai fait une formation en naturopathie, en médecine chinoise. Et puis, j'ai bossé avec des spécialistes de niveau mondial qui m'ont beaucoup appris. Puis après, en rencontrant des spécialistes, en étudiant, en enquêtant, on apprend énormément et on est en mesure de proposer des solutions alternatives et qui responsabilisent les gens vis-à-vis de leur santé. Parce que le temps qu'on ne passe pas aujourd'hui à prendre soin de soi, en changeant ses habitudes, c'est le temps qu'on passera plus tard à se soigner. À ce titre, je vais juste dire quelque chose qui va faire un peu peur, mais aujourd'hui, une femme, elle vit jusqu'à 82 ans, elle passe 21 ans malade. Un homme, il vit jusqu'à 79 ans, il passe 22 ans malade. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Oui, ça incite à la réflexion. Donc, je suis également chroniqueur musical sur le Goss FM, Erwan, et j'avais beaucoup aimé votre album en 2004. Est-ce qu'éventuellement un retour à la chanson est envisageable ? Non, je ne reviendrai pas dans la musique. J'ai eu une immense passion pour la musique, mais c'est ma femme à l'époque qui m'avait demandé, qui était malade, quand elle a guéri, lors de son dernier traitement, on lui avait dit « si vous vous en sortez, vous n'aurez jamais d'enfant ». Moi, je lui disais toujours qu'on aurait une petite fille, qu'on l'appellerait Lou. Lou est née 2 ans après ce traitement. Et à ce moment-là, elle me dit « écoute, Erwan, j'ai pas envie que tu restes dans ce milieu, parce que ça picole, parce que ça se drogue, parce qu'on est tout le temps sur la route. Elle voulait que je propose une vie plus saine, plus structurée. Et c'est comme ça que je suis passé du Bataclan où la cigale est en tête d'affiche à un sous-sol pour faire des cours de cycling. Et j'ai rentamé un processus et
voilà, j'ai eu de la chance, ça a marché et ça me permet de mener des combats qui sont gratifiants, qui donnent l'estime de soi parce qu'on met du sens dans son existence. Et c'est un peu moins narcissique que la musique. Ce compartiment narcissique, je l'ai satisfait. Maintenant, je suis plus au service des autres. D'accord, donc on peut toujours réécouter l'album. Voilà. Et quels sont vos projets? Donc c'est, j'imagine, la réécriture, un nouvel ouvrage? Ouais, j'ai un livre qui sort en décembre, qui est un livre pratique sur la préparation physique au poids de corps, ce que tout le monde appelle le body weight aujourd'hui, mais c'est de la préparation physique au poids de corps. Je prépare un autre livre aussi qui va s'appeler « Si on oubliait d'être malheureux ». Dans la collection de mes « Et si », j'avais fait « Et si on arrêtait de se mentir, et si on décidait d'aller bien, et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants ». Et en fait, c'est très simple. Quand j'ai commencé à lire les livres des mecs de Palo Alto, comme Bateman, je me suis dit que structurellement, aujourd'hui, on est dans une société où tout est fait pour qu'on soit malheureux, quels que soient les choix qu'on fasse. On est constamment ramené à notre malheur. Donc à un moment donné, il faut transcender ce malheur. Il faut voir la beauté là où elle est, il faut ouvrir les yeux, parce qu'on peut voir beaucoup de lumière. La lumière, elle peut jaillir, il peut jaillir plein de lumière, plein de belles choses dans notre vie, si on a les yeux suffisamment ouverts et si on décide de les produire en fait. Alors pour terminer, Erwan, j'ai une question rituelle dans l'émission, puisqu'elle s'appelle En peignoir. Quand est-ce que vous êtes retrouvé en peignoir pour la dernière fois? Alors si je suis tout à fait honnête, moi je me balade beaucoup plus souvent à poil qu'en peignoir. Je pense que c'est dans un hôtel, je crois que c'est au mois de février. J'étais à Nice, j'étais dans un hôtel, j'ai pris un peignoir avant d'aller dans un sauna. Voilà. Merci beaucoup Erwan Manteour de vous être prêté au jeu de En peignoir. C'était un plaisir et on espère que vous aussi vous prendrez du plaisir lors de votre passage à la Bourboule. J'en doute pas. J'adore rencontrer les gens, j'adore les gens, donc j'espère partager un bon moment avec eux, un moment de vérité en tout cas. À bientôt et merci. En peignoir avec Auvergne Thermale. Chaque semaine, en compagnie de son invité, Stéphane s'intéresse à l'actualité d'une station thermale. En peignoir et sur Logos FM.